Bienvenue dans Complorama, un podcast France Info avec Rudy Reichstadt, directeur du site Conspiracy Watch. Et Tristan Manès-France, maître de conférences associé à l'Université de Paris, spécialisé dans les cultures numériques. Et pour nous accompagner, Johanna Yakin de France Info. Bonjour à tous. Et si tout ce que nous croyions savoir du passé était faux? Et si des siècles entiers de notre histoire avaient été inventés? C'est le moteur narratif d'une théorie conspirationniste qu'on appelle le récentisme. Une théorie très improbable, sûrement parmi les plus invraisemblables. Et pourtant, certains y croient dur comme fer. Et si on vous en parle aujourd'hui dans Complorama, c'est parce qu'après avoir été plutôt confidentielle dans les années 80, la voici qui surgit soudainement, relayée par certaines personnalités très médiatique. Et si le Moyen-Âge n'avait jamais existé, c'est le 110e numéro de Complorama. Je pense que tout cela n'est qu'illusion. Je pense que tout ce que vous croyez est une illusion. Tout est faux. Je ne crois pas à l'histoire antérieure à 1600. Je pense que tout a été falsifié avant 1600. How so? Il y a un certain Anatoly Fomenko, un mathématicien et historien, qui a écrit ça dans un ouvrage intitulé « La nouvelle chronologie ». C'est une série de 6 volumes et je les ai tous lus. Alors on vient d'entendre Roger Avary, c'est le co-scénariste du film Pulp Fiction avec Quentin Tarantino. Il est ici au micro de Joe Rogan en février dernier. Joe Rogan, c'est un animateur, donc il anime un podcast américain qui est tout simplement le plus écouté au monde, des millions d'auditeurs. Et ce moment qu'on vient d'entendre a déclenché un intérêt inédit pour la théorie du récentisme. Les chiffres le montrent, Tristan. En 5 ans, il n'y a jamais eu autant d'intérêt pour cette thèse. Oui, et puis j'ai pu le vérifier en utilisant un outil de Google qui s'appelle Google Trends, qui permet de mesurer l'intérêt de recherche sur certains termes. Et donc j'ai cherché nouvelle chronologie, qui est l'équivalent du récentisme. Et on voit que c'est le calme plat pendant 5 ans et il y a une explosion début 2026 avec une courbe qui explose avec l'interview justement de Roger Avary. Alors évidemment, ici, ça explose d'abord parce qu'on a un individu qui est assez notable. Tu viens de le mentionner à l'instant, Roger Avary, c'est pas n'importe qui, c'est le co-scénariste de Pulp Fiction. C'est une véritable signature hollywoodienne, c'est pas un sombre blogueur complotiste, obscur en ligne. Et puis, il y a évidemment le fait qu'il est associé, il est interrogé par, et tu le disais aussi, l'un des podcasts les plus populaires de la planète, Joe Rogan. Joe Rogan qui lui-même est un habitué, quelqu'un qui va catapulter, qui est une sorte de plateforme de lancement de nombreuses théories complotistes. On l'a souvent cité ici sur Complorama. Alors pour revenir juste sur l'entretien, l'interview de Roger Avary, qui a vraiment rendu virale cette séquence-là, eh bien on l'entend effectivement dire qu'il ne croit pas en l'histoire avant 1600. Il considère que tout a été falsifié dans l'histoire, qu'on nous a menti dans l'histoire passée. Et il cite explicitement Anatoly Fomenko, qui est l'individu qui est derrière cette grande théorie absolument folle et sur lequel on va revenir. Et il dit avoir lu tous les ouvrages de la nouvelle chronologie ou du récentisme, si on veut, que cet Anatoly Fomenko a publié. Et donc là, on est vraiment sur une théorie qui était vraiment niche, une théorie qui était vraiment dans les marginalités de la complosphère et qui explose en ligne ces derniers mois après cette interview. Oui, on l'a entendu, Rudy, donc il se réfère à la thèse de Fomenko, c'est ça? Oui, Anatoly Fomenko, donc Tristan vient d'en parler, c'est le père de la nouvelle chronologie qui nous explique effectivement que le Moyen-Âge n'a pas existé. En gros, ce qu'il nous dit, c'est qu'il est impossible de vérifier les sources anciennes. C'est un courant marginal dans le monde, mais pas si marginal que ça en Russie, par exemple, où on a une personnalité bien connue, Garry Kasparov, ancien champion du monde d'échecs, qui est connu aussi pour être un opposant à Vladimir Poutine, eh bien, qui a été séduit, et dès 1997, par cette thèse-là. Il a lu, lui aussi, tout Fomenko. Il a même préfacé, en 99, un ouvrage de Fomenko. Alors, il est revenu, parce qu'on lui reproche un peu ses engagements récentistes, il est revenu là-dessus il y a quelques années, en disant que, oui, quand même, il a pris ses distances avec tout ça, mais ça montre que, oui, il n'est pas seul, Roger Avary. Oui, il n'est pas seul, parce que l'année dernière, en mai 2025, une autre personnalité publique avait donc publiquement embrassé la thèse récentiste, le basketteur américain Tyler Herro. Yeah. Think so? Yeah, but I don't think he jumped Je ne 100. crois pas en l'histoire. T'es sérieux là? You don't believe in shit that happened like 200 years ago? Attends, tu crois pas à des trucs qui se sont passés il y a quelques années? Non, pas vraiment. I don't believe anything that happened past
Je crois à rien de ce qui s'est passé avant 1950. Attends. Wait, now I'm thinking. Like, okay, Ok, like, tu you think penses the que la Earth's flat? Terre est plate? That has nothing to do with that, bro. What the fuck? Alors celui qu'on vient d'entendre dire qu'il ne croit pas à l'histoire est loin d'être un anonyme. C'est une star du basket, Tristan. Et oui, c'est une star de la NBA qui s'appelle Tyler Hero et qui est un jeune individu qui est très populaire auprès des jeunes, qui a 25 ans à peine, et qui, lui, effectivement, on vient de l'entendre à l'instant, commence à expliquer qu'il ne croit pas en l'histoire avant 1950. Et 1950, c'est postérieur à la date de naissance de Fomenko. C'est ça qui est rigolo. Il est né en 45, Fomenko. Donc il ne croit pas non plus que Fomenko est né en 45. Et ce qui est plus inquiétant, évidemment, c'est que si effectivement il ne croit à rien avant 1950, c'est qu'il ne croit pas non plus à ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale et potentiellement ni à Auschwitz ni à Hiroshima. Donc ça, c'est plutôt inquiétant. Et ce qui est aussi inquiétant, c'est évidemment l'audience qu'il peut avoir. C'est un individu qui est quand même prescripteur auprès des jeunes générations. Je suis allé voir d'ailleurs son compte Instagram. Il est quand même suivi par 2 millions de personnes. Et là, on a un phénomène que je trouve assez intéressant parce que là, on est loin du Roger Avary dont on parlait tout à l'heure, qui a quand même une 60aine d'années. Là, on est sur quelqu'un qui est vraiment une passerelle générationnelle, véritablement, et qui va insuffler ça auprès d'une audience beaucoup plus jeune et qui donc la réactive auprès d'une audience qui est quand même assez jeune. Alors comment on en arrive à croire que plusieurs siècles d'histoire ont été inventés et d'où vient cette idée qu'on nous aurait ajouté plusieurs siècles d'histoire? C'est la deuxième partie de ce Complorama. Это некое новое научное направление, Qu'est-ce que la nouvelle chronologie ? Il s'agit d'une nouvelle orientation scientifique que j'ai développée avec des collègues il y a déjà longtemps, depuis 1977. Au cours de ces recherches, il est apparu que la chronologie acceptée aujourd'hui est erronée, elle contient de grosses erreurs. Nos méthodes visaient à élaborer une nouvelle chronologie afin de comprendre quelles dates correspondent réellement aux anciennes sources. Une certaine science a émergé et il s'est avéré qu'il y avait des décalages dans la chronologie. C'est à partir de là qu'a débuté un vaste corpus de recherches qui se poursuivent aujourd'hui. C'est ça, la nouvelle chronologie. On vient d'entendre la voix d'Anatoly Fomenko dans un extrait qui remonte à peu près à il y a 2 ans. Tristan, qui est cet homme ? Oui, alors d'abord, d'entendre sa voix, c'est quand même assez extraordinaire. Je pensais qu'il était d'ailleurs décédé, tellement cette affaire était à la fois confidentielle et lointaine. Et donc là, on le voit finalement refaire surface, interviewé il y a à peine 2 ans. Et donc on le voit face caméra et on entend surtout sa voix. Alors Anatoly Fomenko, qui c'est d'abord un mathématicien qui est relativement reconnu, qui était reconnu dans son milieu. Il est né en 1945 dans l'actuelle Ukraine. Il était diplômé de la prestigieuse université d'État de Moscou en 1967. C'était un très très jeune docteur. À l'âge de 25 ans. Il est professeur, puis il devient chef de son département. Et c'est pas quelqu'un de tout à fait obscur. Il a été membre de l'Académie des sciences de Russie dans les années 90. Il a eu un prix d'État de la Fédération de Russie en mathématiques en 96. Bref, il est quand même quelqu'un qui est bardé de diplômes et qui a une reconnaissance académique. Et c'est ce qui le rend en partie crédible. Il y a un peu le syndrome, j'allais dire, Didier Raoult derrière ça. Donc il a une reconnaissance, en tout cas auprès de ses pairs, en mathématiques. Et c'est dans les années 80 qu'il commence à mélanger sa connaissance, son savoir-faire mathématique qu'il veut appliquer à l'histoire. Donc il publie des premiers articles avec des collègues consacrés à la nouvelle méthode mathématique appliquée à l'histoire. Il va publier plusieurs articles comme ça de recherche exploratoire assez opaques. Et il va rassembler toutes ces recherches et tout ce travail en 95 autour d'un premier tome qui va devenir un best-seller en Russie, qui va être édité par l'université de Moscou, et il publiera environ 7 ouvrages. Alors il y a 2 dates importantes, je crois, pour lui. C'est d'abord 2003, où il y a son premier tome qui va asseoir, disons, le début de cette nouvelle chronologie ou du récentisme, et qui va être traduit en anglais par un sombre éditeur britannique absolument inconnu. Et le titre de ce bouquin, de cet premier tome, sera « Histoire, science ou fiction ?» Et ça va participer, disons, à sa trajectoire mondiale, à la mondialisation
mondialisation de cette théorie assez improbable. Et dernière chose, c'est 2009, parce qu'il y a une adaptation en série documentaire de 24 épisodes autour de cette théorie du récentisme. C'est pas lui qui en est à l'origine, mais il intervient dedans. Et pareil, titré en russe, cette fois-ci, Histoire, Science ou Fiction. Donc là, on a quand même 2 étapes de viralisation et importantes dans sa trajectoire. Et donc la nouvelle chronologie, Rudy, qu'est-ce que c'est ? Oui, alors il faut un peu rentrer dans ce que dit Fomenko. D'abord, ce qu'il nous explique, c'est que les mêmes événements historiques auraient été dupliqués plusieurs fois. L'Empire romain, Byzance, d'autres civilisations seraient des versions d'une même histoire, toujours la même. Charlemagne, César, Salomon, ce serait potentiellement la même personne. D'autres personnages seraient des doublons, comme ça. Et puis, on aurait ajouté artificiellement des siècles, ce qu'on appelle la théorie du temps fantôme, pour reprendre l'expression d'un auteur récentiste qui s'appelle Heribert Illig. Et donc on aurait inventé, alors selon les versions, entre 300 ans et 1000 ans d'histoire, mais vraiment de toutes pièces, quoi. Fomenko, il définit lui-même la nouvelle chronologie comme une reconstruction de l'histoire mondiale. Donc il détruit et reconstruit sur des nouvelles bases l'histoire mondiale, il fait table rase de toute la connaissance historique validée scientifiquement, il explique que cette histoire, c'est l'histoire officielle, c'est intéressant, et qu'elle est bâtie sur une chronologie qu'il qualifie de scaligérienne, du nom de l'humaniste français Joseph Scaliger, qui est considéré comme le père de la chronologie classique. Bon. Et surtout, il explique qu'il y a tout un tas de complots pour nous cacher la vérité, et notamment un complot jésuite. C'est assez, pas seulement jésuite, les Romanov, le Vatican, etc. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'il a ouvert la porte à d'autres sous-chapelles récentistes. Il y a une version catalane du récentisme, avec un auteur comme Henrik Guillot, qui est proche d'ailleurs de Fomenko, qui a écrit en 2012 « Découverte et conquête catalane de l'Amérique ». En fait, c'est les Catalans qui ont découvert l'Amérique, on ne le savait pas. Il y a un récentisme matricien également. C'est l'idée qu'on aurait inventé, alors là, 8 siècles, exactement 753 ans, afin de cacher au monde l'existence d'une religion matriarcale qui vénérait la déesse Isis et à laquelle on aurait substitué le patriarcat judéo-chrétien. Donc là encore, le rôle de la religion, etc. Mais pourquoi, Rudy, selon eux, est-ce qu'on aurait ajouté des siècles ? Pourquoi est-ce qu'on aurait inventé ce grand mensonge historique ? Alors, pour Fomenko et ceux qui le suivent, eh bien, pour dissimuler au monde l'existence de la Grande Tartarie. C'est vraiment le mobile du crime, c'est ce qui explique tout ce Alors, la Grande Tartarie, expliquez-nous. Alors, la Grande Tartarie, c'est un immense empire moscovite, eurasiatique, qui serait le berceau de toutes les civilisations et du christianisme, d'ailleurs, qui aurait étendu son influence de l'Atlantique au Pacifique, c'est-à-dire y compris jusqu'à l'Irlande, mais il aurait été effacé des mémoires par la destruction systématique de toutes les sources russes antérieures au XVe siècle. Et l'une des preuves de tout ça, parmi les preuves avancées par les tenants de la nouvelle chronologie, c'est que les mots Russian et Irish, eh bien, ils comprennent tous les deux le son R et CHE, et qu'en fait, ce serait le même mot. Voilà le genre de preuves qu'on a quand on lit cette littérature. Et Tristan, j'ai envie de vous demander quelle est la fonction de tout ça, en fait ? Je crois que le succès de cette théorie assez folle de Fomenko, notamment en Russie d'abord, elle tient au fait que la Russie elle-même a perdu un peu de sa grandeur et que ça vient véritablement combler ou soigner une sorte de blessure narcissique, si on veut. Ces idées récentistes ou de cette nouvelle chronologie, elle commence à vraiment à gagner son public en Russie dans les années 90, c'est-à-dire en gros après l'effondrement de l'URSS. Donc en fait, ici, on cherche à s'inventer un passé glorieux quand le présent donne une sensation un peu de déclassement et que l'avenir est plutôt incertain. Effectivement, la Russie fait partie de la Tartarie, faisait partie de la Tartarie, maintenant ça ne s'appelle plus comme ça. Et ce qui est amusant chez les Russes, c'est qu'ils sont assez grands par rapport à nous. On voit qu'ils font une taille de plus que nous, quoi. Les femmes, elles sont très grandes, les hommes sont très grands. Donc, c'est un peuple qui ne s'est pas vraiment mélangé, qui n'a pas vraiment été abîmé par l'ADN corrompu, quoi. C'était un extrait d'une vidéo TikTok de Rachel Fortin, une créatrice française de contenu complotiste. Et on vient de l'entendre, Tristan, la Grande Tartarie, ça peut aller très loin.
Oui, ici, elle parle effectivement de Grande Tartarie avec l'idée de pureté génétique de cette civilisation ancienne. Elle surfe quand même sur l'idée de pureté du sang. On est vraiment là sur un discours pleinement racialiste, mais qui s'appuie toujours sur le fantasme qu'il y avait une civilisation et que la Russie serait héritière de cette civilisation, de cette grande civilisation passée. Et il faut dire que cet extrait-là qu'on vient d'entendre fait parmi d'une myriade de lectures absolument folles qui viennent s'inspirer de cette imaginaire autour de la Grande Tartarie, et il faut voir ce que ça donne effectivement en ligne. Vous seriez absolument surpris de voir toutes les déclinaisons qu'il peut y avoir autour de cette idée de civilisation ancienne qui a disparu, qu'on nous a cachée, et dont on a détruit les traces jusqu'à aujourd'hui. Et sur TikTok notamment, il y a une véritable effervescence d'imaginaire complotiste. On a par exemple le fait que la Grande Tartarie aurait hébergé des géants de 5 mètres. Là, on fait un peu écho à ce que disait effectivement cette complotiste dans le sonore qu'on vient d'entendre, avec des Russes qui seraient très très grands, peut-être qui seraient des héritiers de géants, peut-être dans la Grande Tartarie. Mais on a aussi d'autres qui imaginent que la Grande Tartarie serait à l'origine des medbeds, c'est-à-dire ces lits médicalisés qui guérissaient absolument toutes les maladies avant même Big Pharma. C'est un sujet dont on a parlé ici sur Complorama, pour ceux que ça intéresse. Et on a aussi la Grande Tartarie qui aurait inventé l'énergie libre, c'est-à-dire une énergie infinie. Ça, c'est une grande lubie de la complosphère. Et donc, ils imaginent que cette civilisation ancienne avait développé cette grande technologie. Et derrière tout ça, on s'appuie toujours sur cette théorie de Fomenko et de la nouvelle chronologie, avec l'idée que l'histoire officielle est entièrement falsifiée et qu'on nous cache cette civilisation, cette grande civilisation de la Tartarie. Dernière chose, cette nouvelle appropriation, si on veut, sur les plateformes sociales et sur TikTok de cette grande Tartarie donne lieu à une créativité absolument folle assistée par IA. Et vous n'imaginez pas le nombre de vidéos qu'on voit générer de villes anciennes, un peu futuriste, un peu rétro-futuriste, avec des images peut-être supposément d'archives. Et là, on a en fait l'IA qui arrive à incarner visuellement toute une fantasmagorie d'une civilisation technologiquement avancée dont on nous cacherait la réalité jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est vraiment le mythe de l'Atlantide, c'est-à-dire cette civilisation très avancée qui aurait disparu ensuite et dont on nous cacherait les preuves. Et est-ce qu'on sait du coup comment elles ont essaimé en France en fait ces théories ? Oui, alors essentiellement par l'extrême droite complotiste française et notamment l'extrême droite pro-russe incarnée par Alain Soral, qui est à la fois un antisémite, qui est un complotiste et qui est actuellement d'ailleurs exilé à Moscou. Et il se trouve que ce lien, cette passerelle entre la France et Moscou via cette extrême droite complotiste française est probablement l'un des vecteurs qui a permis cette importation en France. Alors, pour ce qui est de la mouvance soralienne, qui est le principal relais aujourd'hui en France de ces théories-là, on a plusieurs figures qui en sont le relais assez identifiable. On a notamment un dénommé Pierre Dorty-Guillet, qui est un ancien prof de philo et qui intervient régulièrement, qui est intervenu régulièrement sur le site de Soral. Et il a participé à l'époque à un livre qui était intitulé « Le 11 septembre n'a pas eu lieu ». Donc il a participé à cet ouvrage-là, préfacé d'ailleurs par Alain Soral. Et là, on est déjà sur un passé sur lequel on nous aurait, encore une fois, menti. Et on a d'autres personnages aussi qui, eux, vont porter cette théorie. Donc c'est plutôt vraiment l'extrême droite complotiste pro-russe qui, en France, s'est fait le relais de cette théorie. Et puis on a aussi, j'ai envie de dire, le mainstream dans la littérature complotiste la plus radicale. Vous avez le magazine Top Secret, qui est vraiment une sorte de tabloïd complotiste, qui est dirigé par Rox Hauker, magazine pseudo-scientifique lancé en 2002. Et Rox Hauker, il diffuse tout un éventail de théories du complot sur sa chaîne, dans son magazine, allant alors des sociétés secrètes à la Terre creuse, en passant par les sosies, les clones de stars d'Hollywood. C'est l'auteur d'un livre qui s'appelle « Vivre et mourir dans la matrice artificielle ». Et lui présente par exemple la datation au carbone 14 comme un dogme. Et c'est intéressant parce que ça rejoint des arguments centraux du récentisme. C'est surtout l'auteur d'une vidéo qui a fait quasiment 560 000 vues sur YouTube, qui s'appelle Chronologie 2.0. Et si les récentistes avaient raison, et on vous suggère là-dedans que l'Antiquité n'a jamais eu lieu. Voilà, c'est le genre de choses qu'on entend. Alors,
pardonnez-moi de vous poser un peu la question de cette manière-là, je vais faire un peu l'avocat du diable, mais après tout, ça peut être assez convaincant finalement, cette théorie. Rudy, je m'adresse à vous particulièrement, comment on peut vraiment affirmer que tout ça est faux ? Qu'est-ce qui nous permet d'être sûr de tout ce qu'on nous enseignait sur l'histoire et donc sur le passé ? C'est la question que j'ai posée il y a quelques années, il y a 3 ans, à un historien médiéviste, Florian Mazel, qui venait d'ailleurs de diriger une nouvelle histoire du Moyen-Âge. Donc, il ne connaissait pas du tout le récentisme. Et je lui ai demandé comment il savait que sa discipline n'était pas consacrée entièrement à un mensonge, comment il pouvait affirmer que le Moyen-Âge avait vraiment existé. Donc, il était un peu interloqué par la question, mais il m'a répondu sur les techniques de datation. Et évidemment, il m'a cité le carbone 14, le radiocarbone, c'est très utilisé en archéologie, en paléontologie, mais aussi des techniques moins connues peut-être du grand public, la dendrochronologie, qui permet d'établir la date de la coupe du bois, des arbres, la stratigraphie, qui est l'analyse de la superposition des couches géologiques, donc à mesure qu'on descend dans le sol, on remonte dans le temps, et puis la philologie, pour dater les textes. Par exemple, on n'écrit pas le même latin selon les lieux et les époques. Au Moyen-Âge, on essaie d'imiter le latin classique, mais on sait que c'est une imitation. Il y a la numismatique également, l'étude des monnaies métalliques, leur composition, les généalogies des grandes familles, et puis les preuves indépendantes qui convergent, les observations astronomiques, les fouilles archéologiques, et puis les archives d'autres civilisations chinoises, arabes, européennes. Et en fait, pour que Fomenko ait raison, il faudrait qu'une multitude de civilisations séparées aient participé à la même falsification énorme, monumentale. Et ça, c'est quand même très coûteux. Donc, évidemment, Fomenko et les autres contestent les datations carbone 14 et la dendrochronologie, comme le font d'ailleurs les créationnistes de la même manière, c'est-à-dire qu'ils écartent ce qui ne va pas dans leur sens. Bon, au moins tout ça nous donne envie d'aller rouvrir quelques bouquins. C'est le moment de conclure. Tristan, que retires-tu de cette théorie qui préfère croire que le passé est complètement faux ? C'est effectivement assez grave, tout simplement parce que on ne remet pas simplement en cause certains éléments de l'histoire, on remet en cause toute l'histoire avec un grand H. Et cette suspicion qu'on jette sur l'histoire commune, c'est une porte ouverte à toutes les instrumentalisations possibles et imaginables, notamment politiques. Et si on n'a pas une histoire commune, un socle minimal commun, on peut difficilement faire société. Et je crois que ça vient attaquer ces fondamentaux-là, ce type de théorie. Rudy, ta conclusion ? En fait, le récentisme suppose qu'à défaut d'être incompétent, la quasi-totalité des historiens nous mentent. Voilà. Et en cela, il se rapproche du négationnisme. Et il s'en rapproche aussi par la méthode hypercritique, l'hypercriticisme, qu'on pourrait définir comme la négation de tout ce qui ne conforte pas la thèse qu'on veut défendre, la thèse récentiste en l'occurrence. Donc les adeptes de la nouvelle chronologie, ils ne cherchent pas à jeter un éclairage nouveau sur une période passée, ce que font les historiens. Ils ne cherchent pas à proposer une interprétation différente de l'histoire, mais à la nier purement et simplement. Ils néantissent des siècles entiers. Et au fond, je dirais que le récentisme, c'est un phénomène en fait hyper contemporain. Ils prétendent nous enseigner un passé caché, mais ils en apprennent beaucoup moins sur le passé que sur notre propre époque, en fait, je crois. Merci Tristan Mendes France. Merci à tous. Merci Rudy Rastatt. Merci. Et merci à l'équipe du jour. Merci donc à Célia Perret au son, à la vidéo Cyril Balta, Hélène Ginestous et Damien Sangali. C'était le 110e numéro de Complorama.